Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Margot et je suis UX designer chez Biap. Je suis venue vous parler aujourd'hui de comment intégrer vos utilisateurs dans votre conception produit. Et pour commencer, je vais d'abord vous présenter Biap. Donc Biap, c'est une agence tech et digitale qui est basée à Nantes. On a 10 ans cette année. L'agence est composée de 30 experts passionnés, de l'UX, l'UI jusqu'au développement. Et on a un ADN qui est fortement orienté produit et héroïste sur tous les projets qu'on mène. Je sais que la question est comment, mais d'abord je voudrais vous dire pourquoi est-ce que c'est important d'intégrer vos utilisateurs dans votre conception produit et service. Je sais que vous le savez que c'est important, mais je vous le redis, et voici quelques chiffres que j'ai trouvés importants. Par exemple, les développeurs passent 50% de leur temps à résoudre des problèmes qui auraient pu être évités en conception. Autre chiffre, corriger un problème en production coûte 100 fois plus cher que s'il avait été résolu en conception. 52% des utilisateurs affirment qu'une mauvaise expérience mobile les rend moins enclins à dialoguer avec une entreprise. Et enfin, une entreprise comme Airbnb valorise à hauteur de 10 millions de dollars le fait d'éviter les échecs grâce à l'UX. Dans un contexte ultra concurrentiel comme celui qu'on connaît aujourd'hui, il faut savoir qu'adopter une démarche centrée utilisateur, c'est la meilleure façon de conserver une longueur d'avance sur les autres. Et quand on parle d'expérience utilisateur, on ne parle pas d'une expérience qui est uniquement liée au digital. Ça va être toutes les émotions qui vont être ressenties avant l'utilisation d'un produit ou d'un service et aussi après. On va donc maintenant voir ensemble comment est-ce qu'on peut mettre les utilisateurs au centre de la conception. Premier point, définir et comprendre vos utilisateurs lors de la création d'un produit ou d'un service. Voici notre cercle vertueux, comme on l'appelle chez nous, chez Biap. Ça se passe en 3 phases. On va avoir la phase qu'on appelle imaginer, pendant laquelle on peut avoir des outils comme les personas ou la carte d'empathie. On va rentrer en détail après. Une fois qu'on a cette phase imaginée, on va avoir la phase comprendre, avec des informations qualitatives, comme celles qui vont être issues des interviews par exemple. Et enfin, pour valider les 2 premières phases, on va avoir des informations qui sont issues d'études quantitatives. Donc là, on va avoir des chiffres et qui vont permettre donc de valider les 2 premières étapes. Pour commencer, la première phase, imaginer, et donc ça grâce aux personas et à la carte d'empathie. Les personas, qu'est-ce que c'est ? Beaucoup d'entre vous doivent le savoir déjà, mais c'est une représentation de vos utilisateurs cibles de votre produit ou de votre service. C'est un support de communication qui est ultra puissant parce qu'il vous permet de garder une vision commune entre les différents membres de votre équipe et de partager cette vision des utilisateurs finaux. Et dernier point important, ils servent aussi de garde-fou pour éviter que les différents membres de l'équipe ne soient tentés de s'appuyer sur leurs expériences personnelles. Il faut bien se rappeler que bien que les personnages soient imaginaires, leur comportement et leur motivation, eux, sont bien réels. Un persona, c'est composé de quoi ? Donc une fiche persona, on va y retrouver tout un tas de choses. Il faut savoir que la liste, là, elle est non exhaustive, elle est vraiment propre à chacun, mais généralement, on va y retrouver un prénom, le métier, ses caractéristiques socio-démographiques, les motivations qu'il peut avoir à utiliser votre service ou votre produit, ses valeurs, les challenges qu'il peut ressentir, les tâches qu'il peut effectuer, et enfin, on peut aussi retrouver, par exemple, tous les outils qu'il utilise au quotidien, qui peuvent être en rapport, du coup, avec votre projet. Un autre outil qui peut être très intéressant à utiliser en complément, c'est ce qu'on appelle la carte d'empathie. À la différence des personas, la carte d'empathie, elle vous permet vraiment de comprendre ce que ressentent vos utilisateurs. Elle va se découper du coup en plusieurs points. On va d'abord avoir donc ce qu'il ressent et ce qu'il pense, quelles sont ses préoccupations. On peut avoir ce qu'il voit dans son environnement, sur les réseaux sociaux, ce qu'il va pouvoir retrouver. Ce qu'il dit et ce qu'il fait, donc là c'est son comportement avec les autres, son attitude, ce qu'il entend de son entourage, de ses collègues, de son boss, ce que disent les autres. Et enfin, ses problèmes et ses besoins. Pour faire simple, les personas indiquent qui sont vos clients et la carte d'empathie vous indique les attitudes et les comportements que les clients ont de votre marque. Les personas, c'est vraiment vos alliés et les 2 outils vous permettent vraiment de documenter le profil de vos clients et les problèmes auxquels ils sont confrontés. Il faut savoir que pour que les personas soient les plus réels possibles, il faut absolument par contre qu'ils soient basés sur des informations qualitatives et quantitatives. On va voir ensemble comment récolter ces informations. Tout d'abord, les retours qualitatifs. Il y a tout un tas d'outils qui sont à votre disposition pour que vous puissiez les récolter.
On va avoir des retours qu'on dit sollicités et non sollicités. Dans les sollicités, on va retrouver par exemple les entretiens, les tests utilisateurs. Vous allez aussi avoir les entretiens avec vos collaborateurs. Et pourquoi pas aussi tout ce qui va être participation à des ateliers de co-conception. Dans les retours non sollicités, on va retrouver tout ce qui est remontée du support client, les commentaires sur les stores ou sur Google, et les commentaires et les retours via les réseaux sociaux. Pour commencer, on entre dans le détail des entretiens utilisateurs. Alors les entretiens, c'est un outil qui est ultra puissant pour recueillir des informations qualitatives. Vous avez différents entretiens qui sont possibles. Les entretiens utilisateurs qui sont orientés recherche de problèmes ou de solutions sur votre service ou sur votre produit. Les interviews qui sont plus ciblées sur les abandonnistes, donc les personnes qui sont parties à la concurrence, qui ont stoppé leur abonnement ou qui ont par exemple arrêté d'utiliser un produit. Et aussi les interviews de vos collaborateurs internes. Les interviews et les entretiens peuvent être réalisés en physique ou à distance. Il y a plusieurs étapes qui sont à réaliser en amont. Il faut tout d'abord préparer une grille d'entretien. Le jour J, hyper important de rassurer la personne que vous interviewez comme quoi il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment une discussion et il y a vraiment un climat de confiance qui doit être mis en place. Et enfin, à l'issue de l'entretien ou de l'interview, analyser et regrouper tous les verbatims qui auront pu être dits par les différentes personnes que vous allez interviewer. Les tests utilisateurs, et là vous avez aussi une palanquée de tests qui peuvent s'offrir à vous en fonction du temps que vous avez à votre disposition, du budget ou des moyens matériels. Les guérilla tests, c'est les plus simples à mettre en place. Clairement, vous allez dans la rue, vous cherchez des gens à qui vous pouvez offrir un café et vous leur posez des questions sur votre produit ou votre service. C'est rapide à mettre en place. Par contre, vous n'êtes pas sûr d'avoir des utilisateurs qui sont vraiment ciblés. Les tests internes, donc là, vous interviewez vos collaborateurs. Pareil, c'est très simple à mettre en place, très rapide. Mais attention aux biais, parce que vos collaborateurs veulent parfois vous faire plaisir et pas forcément vous dire la vérité. Ensuite, vous avez tout ce qui va être test physique en laboratoire. Donc là, c'est des tests qui sont plus coûteux, mais via lesquels vous allez pouvoir avoir des données qui sont très précises. Parce que l'utilisateur est filmé. On peut faire appel à des technologies comme par exemple l'eye tracking pour aller encore plus loin. Et du coup là, on y reviendra après, mais ce sera pour récolter des retours quantitatifs. On a aussi les tests physiques en situation contrôlée. Donc là, clairement, vous recevez votre utilisateur dans un milieu, donc dans vos locaux, vous lui faites passer le test. On a aussi les tests utilisateurs physiques en situation naturelle. Vous allez dans l'environnement du testeur pour lui faire passer le test. Par exemple, si c'est un outil de travail, vous faites passer le test dans son environnement de travail. Et on peut aussi mettre en place des tests à distance. Les tests utilisateurs peuvent être modérés ou non modérés, c'est-à-dire que vous pouvez communiquer avec votre testeur ou pas pendant le test. Il va y avoir des avantages ou des inconvénients à chacun, c'est-à-dire qu'un test non modéré, on ne communique pas du tout avec la personne, c'est utile si on veut capter vraiment une utilisation naturelle. Si la personne est bloquée, on ne l'aide pas et elle ne peut pas poursuivre le test. A contrario, le fait d'avoir un test utilisateur modéré, ça permet vraiment de verbaliser chaque ressenti et d'accompagner le testeur dans chaque étape du test. Une autre façon de recueillir des informations qualitatives, c'est de faire participer vos utilisateurs à vos ateliers de co-conception ou de co-création. Des ateliers de UX peuvent porter sur pas mal de choses, comme l'analyse du besoin, la définition des fonctionnalités ou la conception de maquettes ou de wireframe. Une fois qu'on a tout un tas de retours qualitatifs, il faut absolument les valider par des retours quantitatifs. Quand on parle d'analyse quantitative, c'est tout ce qui peut être exprimé en chiffres, donc les graphiques, les pourcentages, les cartes. Les données, elles sont collectées par une machine et parfois de façon complètement transparente pour l'utilisateur. Il est fortement recommandé de commencer par le qualitatif, puis de confirmer toutes ces données par le quantitatif. De la même manière, les retours quantitatifs peuvent être sollicités et non sollicités. Dans les retours sollicités, on va retrouver tout ce qui est enquête de satisfaction, notation, qui sont du coup poussés à un grand nombre de testeurs. Et dans les non sollicités, on va retrouver tout ce qui est les enregistrements de sessions, eye tracking et tout ce qui va être analytics produit. Les questionnaires, c'est
très facile à mettre en place. Il faut savoir que ça ne doit pas durer plus de 7 à 8 minutes en règle générale pour une personne qui va y répondre. Importance aussi de bien faire valider votre questionnaire en interne pour être bien sûr que les questions elles sont compréhensibles de tous. Enfin, il y a tout un tas d'outils qui sont gratuits et qui vous permettent de faire qui vous permettent de faire vos questionnaires, comme par exemple Google Forms, SurveyMonkey ou encore Typeform. Si vous ne savez pas par où commencer pour faire des questionnaires, il y a pas mal de questionnaires qui sont déjà existants et que vous pouvez réutiliser. Par exemple, on a le questionnaire Attractif qui permet en fait d'opposer des adjectifs et ensuite, via un scoring qui vous permet d'évaluer l'attractivité de votre service ou de votre produit, sa clarté, son efficacité, sa fiabilité, son originalité et la stimulation que peut avoir l'utilisateur en l'utilisant. Donc ça, c'est un questionnaire que vous pouvez retrouver directement sur Internet. Autre questionnaire que vous pouvez utiliser très facilement, c'est le questionnaire System Usability Scale. Ça, c'est un questionnaire en 10 questions qui vous permet d'évaluer le niveau de satisfaction de vos utilisateurs. Et en fait, chaque question, en fonction de si la personne n'est pas d'accord ou pas du tout d'accord ou tout à fait d'accord, ça va vous estimer un score et ensuite vous saurez si l'utilisation a été bonne, correcte ou si vous relevez de gros problèmes de satisfaction de l'utilisateur. Autre outil qui peut être mis en place, c'est ce qu'on appelle l'A/B testing. Donc l'A/B testing, c'est ce qui va vous permettre de, par exemple, pousser 2 designs différents et de savoir lequel des deux est préféré par vos utilisateurs. Là, vous avez plusieurs outils qui sont à disposition pour pouvoir faire ces tests-là. Donc il y a A/B Testy, par exemple, ou Chameleon, qui vous permettent de faire des tests d'A/B testing. Enfin, dans les retours quantitatifs, vous allez aussi pouvoir trouver tout ce qui est lié aux UX Analytics, par exemple comme l'eye tracking. Donc ça, c'est une méthode qui est pratiquée en laboratoire et qui a pour but de pouvoir voir, de pouvoir analyser tout ce qu'a regardé votre utilisateur pendant sa navigation. Exactement comme l'exemple qui est sur le côté. On va avoir aussi tout ce qui est heatmaps, carte de clic ou scroll maps, qui permettent de voir comment est-ce que l'utilisateur a interagi avec votre solution. Et enfin, vous avez toutes les données qui sont issues de Google Analytics et Firebase. Après avoir mis en place un plan de tagage précis, vous allez pouvoir analyser tout un tas de résultats, le nombre de vues, le nombre de clics, les utilisateurs actifs, les taux d'abandon, etc. Et enfin, un dernier outil qui est facile à mettre en place sur vos applications cette fois-ci, c'est tout ce qui va être in-app notation. Donc c'est natif sur iOS et Android. Et en fait, ça vous permet de pousser à l'utilisateur la notation sur les stores. Donc attention à bien le pousser au bon moment, après une action ou un usage qui serait positif pour lui, de façon à ce que vous récoltiez le plus d'avis positifs. Comment recruter vos utilisateurs ? Donc, il y a plusieurs façons d'y arriver. Déjà, c'est d'avoir votre propre panel. C'est pas si compliqué. Via les réseaux sociaux, des notifications push ou un emailing, vous pouvez commencer à avoir une petite base d'utilisateurs que vous consultez régulièrement pour avoir leur retour. Vous pouvez aussi passer par des panélistes ou des entreprises spécialisées. Donc pour ça, il y a plusieurs entreprises qui existent, comme par exemple EasyPanel, qui est un panéliste, ou Testapic et Fairpection, qui ont leur propre panel et qui vous permettent également de faire des tests à distance. Et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais vous avez aussi toujours la possibilité de faire du guérilla, c'est-à-dire d'aller dans la rue, dans des cafés, et de sonder des personnes au hasard. On va voir ensemble maintenant comment s'y tenir, parce qu'on le sait que d'avoir des retours qualitatifs et quantitatifs, c'est indispensable, que les deux s'enrichissent mutuellement. Et de mettre en place ce genre d'outils, c'est important, mais maintenant, après, il faut s'y tenir sur la durée. La première chose, c'est de répartir les rôles dans votre équipe projet. Il faut savoir que designer d'expérience, c'est un métier, mais le design d'expérience, c'est l'affaire de tous. Tout le monde doit être impliqué dans l'équipe. Chacun doit être acteur et doit distiller en fait les retours utilisateurs dans toute l'organisation et dans la démarche produit. Pour ça, j'ai repris un tableau que j'ai trouvé sur le blog de Taiga, que je trouvais hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on va avoir tous nos métiers, product owner, UX designer, le support client, le commerce, et on va voir que pour chaque objectif, chacun a son propre rôle. Par exemple, pour découvrir des problèmes liés à l'utilisabilité, là c'est l'UX designer qui en est responsable, mais par exemple le commerce doit en être informé. Ce qui va être par exemple le test de la solution, également l'UX designer en est responsable, mais le product owner et le support client en sont aussi contributeurs. Et tout ce qui va être, par exemple, la priorisation de la roadmap, là c'est le product owner qui en est le responsable et tout le monde en est contributeur.
à la question comment s'y tenir, ce qui est très important aussi, c'est de absolument conserver les mêmes pratiques que quand vous avez conçu votre produit. C'est-à-dire que tous les outils qu'on a vus ensemble, les entretiens utilisateurs, les enquêtes de satisfaction, l'analytics produit, les commentaires issus des réseaux sociaux, tout ça, il faut continuer à y faire attention et à les mettre en place tout au long de la vie du produit. Ce n'est pas uniquement des outils qui sont dédiés à la création du produit, mais ils sont vraiment dédiés aussi à les faire évoluer et c'est important de continuer à mettre en place des entretiens pour faire évoluer votre produit. Donc pour conclure, vous avez vos données qualitatives et il est ultra important de les croiser avec des données quantitatives afin de déterminer par exemple l'importance du problème et le nombre d'utilisateurs qui sont réellement impactés. Je dis ça parce que se baser sur des retours utilisateurs, c'est important, mais pas que. Une roadmap produit, ça doit en aucun cas être dictée uniquement par les utilisateurs, notamment par ceux qui crient le plus fort. Je prends l'exemple de Facebook. En 2015, des milliers d'utilisateurs demandent un bouton dislike pour accompagner le pouce bleu. Mark Zuckerberg ne veut absolument pas de cette fonctionnalité parce qu'il a envie d'éviter le cyberharcèlement et pour lui, ce genre d'action, c'est hyper tranché, hyper négatif. Du coup, les équipes cherchent à comprendre pourquoi est-ce que les gens veulent cette fonctionnalité-là. Et en fait, tout simplement, ils veulent juste pouvoir réagir d'une manière différente. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en place donc, les différentes émotions qui pallient du coup à la limitation que proposait le pouce vers le bas. Et ils peuvent donc réagir de différentes manières avec différentes émotions. Donc pour terminer, votre roadmap produit, elle est vivante. Il faut savoir qu'elle évolue constamment en même temps que votre entreprise qui cesse de se développer. Je rappelle qu'il faut impérativement que les membres de l'équipe l'alimentent et vous aident à l'alimenter. Donc il faut qu'elle soit partagée avec l'équipe, ça c'est sûr. Et il faut qu'elle soit compréhensible de tous pour créer du lien entre chacun, entre la stratégie et l'opérationnel. Et enfin, il faut qu'elle soit toujours en adéquation avec les utilisateurs. Et pour ça, on a vu ensemble une multitude d'outils pour communiquer avec eux et pour vous permettre de recueillir leurs avis et leurs ressentis. Si vous avez des questions sur la mise en place d'un accompagnement à la conception de votre produit ou votre service, si vous cherchez à savoir comment communiquer avec vos clients et vos utilisateurs, n'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes, on sera ravis de vous répondre. Merci à tous et à très vite.